Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais mettre à jour le suivi du portefeuille ETF, actions et crypto pour le mois d'avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez télécharger ce portefeuille, le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ce sera le premier lien de ce commentaire épinglé. Et on commence tout de suite avec cette mise à jour, en rappelant que l'objectif de ce portefeuille, c'est plutôt d'être un investisseur passif, c'est-à-dire que ici on va plutôt privilégier une détention à long terme pour avoir une performance correcte, même s'il y aura un peu de volatilité sur ce type d'allocation d'actifs. Il y a un portefeuille qui contient les titres en direct, mais c'est pas le plus performant, on va le voir en dessous. Et l'objectif, c'est de surperformer le marché. Alors, le marché, ça dépend de quel marché on parle. Pour moi, le marché le plus performant, on va dire, il est symbolisé par l'ETF Nasdaq 100. Donc on parle d'action, le marché action. Donc ici, le but, ça va être de surperformer un ETF Nasdaq 100 sur chaque allocation du portefeuille. Ce qu'on voit ici, c'est que les différentes allocations du portefeuille, on en a trois ici, les trois ici, surperforment le Nasdaq 100 depuis le démarrage en janvier 2021. Évidemment, pour qu'il y ait une surperformance, il faut aussi détenir les titres sur le long terme. On n'est pas sur des allocations d'actifs qui sont à moins de 5 ans. Donc on est ici sur quelque chose qu'on va détenir sur le long terme. C'est l'unique condition, c'est une des conditions nécessaires pour avoir une surperformance. La détention à long terme, de toute façon on ne fait pas d'action si on n'a pas un horizon d'investissement de moins de 5 ans. Donc on voit les performances ici, les trois allocations surperforment le Nasdaq 100. Depuis le début de l'année, on a eu quand même un peu de volatilité. On voit ici que d'ailleurs le Nasdaq 100 a chuté. Les trois allocations que je propose, elles ont bien sûr baissé, mais dans une moindre mesure par rapport au portefeuille, par rapport au Nasdaq 100. Alors, on est sur des portefeuilles qui sont principalement composés d'ETF et de crypto-monnaies. Pour visualiser ces portefeuilles, ces performances, j'ai utilisé le Bitcoin comme proxy pour les crypto-monnaies. Alors, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir envie d'investir dans les crypto-monnaies. Cela dit, dans les allocations du portefeuille, dans cette performance-là, je mets le Bitcoin avec une pondération initiale de 3% à janvier 2021. 3%, vous avez un portefeuille de 10 000 euros que vous voulez placer, ça vous fait quand même que 300 euros à placer, c'est pas non plus une somme énorme. Bien sûr, dans le portefeuille les titres que je propose en crypto-monnaie, moi ce n'est pas du Bitcoin que je propose, mais vous pouvez tout à fait prendre du Bitcoin pour remplacer ce que je propose. L'idée des crypto-monnaies que je propose, c'est qu'elles sont plus performantes que le Bitcoin, mais aussi plus volatiles. Toutes les métriques que vous allez voir en dessous, c'est avec 3% de Bitcoin. Alors, ici, ce qu'on a, c'est les returns de chaque portefeuille, donc les retours annualisés des différentes allocations depuis le début. Le premier portefeuille, lui, il contient des titres en direct, il a fait 14,72%, avec un écart type, donc standard deviation, qui est de 14,15%, ce qui est assez faible comme volatilité. Donc ce que vous pouvez remarquer en fait, c'est que chacun des portefeuilles est plus performant sur l'horizon de détention que le Nasdaq 100 qui est ici, mais également est moins volatile. La volatilité est mesurée ici par l'écart type annualisé. Vous voyez, c'est que les trois portefeuilles sont meilleurs en termes de couple rendement-risque par rapport au Nasdaq 100. Le portefeuille numéro 2, lui, ne contient pas de titre en direct. Il fait 16,8% de performance sur la période de détention, avec une volatilité un peu plus élevée que le portefeuille numéro 1. Le portefeuille numéro 3 fait 15,1% en rythme annualisé depuis le début depuis janvier 2021, avec un écart type de 20,4%. Donc ça, c'est le plus volatile et le plus concentré également. C'est pour ça que la volatilité est plus élevée. Maintenant, ça reste moins volatile que le Nasdaq 100 et plus performant sur la période de détention. Ce qu'on va visualiser ensuite, ce sont les drawdowns, c'est-à-dire les périodes de perte latente.
Alors, ce qu'on va voir ici, c'est que il y a quelques portefeuilles sur 2024 qui étaient en perte par rapport, qu'on a eu une période de perte, hein, c'est-à-dire que sur cette zone-là, tous les portefeuilles étaient en gain, et puis on a eu des périodes où quelques portefeuilles ont un peu moins performé, le portefeuille numéro 1, notamment, qui a des titres en direct. Moi, je déconseille d'avoir des titres en direct si vous faites de l'investissement passif. Donc, celui-là, c'est plutôt pour faire une gestion active. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux pas. Il faut donc gérer ses drawdowns en vendant les positions, en optimisant le portefeuille. Mais c'est pas l'objet de ces portefeuilles. Je mets ici plutôt à titre indicatif. Donc le Nasdaq 100, lui, il a eu un peu de perte sur 2024, mais rien de significatif. Deux des portefeuilles ont été en légère perte, puis ça s'est rattrapé sur la fin d'année, et là depuis le début de l'année, c'est la guerre commerciale, ça décroche un petit peu. Le portefeuille, donc le Nasdaq 100, lui, il est en drawdown de 10% depuis les derniers plus hauts. Le portefeuille numéro 3, lui, c'est qui est le plus concentré, le plus volatile, lui par contre il est en plus forte perte que le Nasdaq 100 depuis les derniers plus hauts, à presque 13%. Et les deux autres portefeuilles, donc le portefeuille numéro 1 qui a les titres en direct, lui c'est celui qui a en moindre perte. Il contient des titres qui sont en plus en Europe, donc ça aide, puisque c'est surtout les États-Unis qui ont baissé. Le portefeuille numéro 2, lui, est en drawdown également de 9,5%, mais moins que le Nasdaq 100. Donc malgré tout, les sélections, elles résistent bien, sauf le troisième portefeuille, c'est celui qui est le plus concentré et le plus volatile. Les périodes de perte latentes, comme cela, c'est ce qui est inhérent avec des portefeuilles performants. Hein. Il n'y a pas de performance sans volatilité, et parfois ça peut être assez long. Hein. Si vous regardez ici cette période-là, donc ça c'était la période post-inflation 2022, on était sur des portefeuilles qui ont quand même eu des périodes de pertes latentes depuis les derniers plus hauts, des périodes assez longues, hein, et assez conséquentes, hein, les périodes. On était à plus de 30% pour le Nasdaq 100, donc toutes les sélections, elles étaient, par contre, ont un peu mieux résisté que le Nasdaq 100 sur la période, mais donc le Nasdaq 100, pour retrouver le dernier plus haut de janvier 2022, il a fallu attendre septembre, c'est même janvier 2024, hein, donc on a mis un peu de temps. Dans ces conditions, moi ce que je préconise, c'est plutôt, si vous faites de l'investissement passif, faites du DCA sur ces titres. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'essayer de maintenir une équipondération, mais par exemple, vous regardez votre portefeuille une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an, ça dépend, et vous pouvez réinvestir avec du dollar cost averaging, c'est-à-dire mettre une somme régulièrement. Vous pouvez investir dans la ligne, par exemple, qui a le moins bien performé des titres proposés. Donc, l'analyse reste la même que ce que j'avais publié dans le dernier article. Hein. On est sur un début d'année qui est un peu volatile. Les titres en direct, finalement, avaient un peu le portefeuille numéro 1 avait quand même surperformé sur 2024 parce qu'il contient les titres européens, et surtout français en fait. Et donc il y a eu la dissolution et le marché français a quand même pas mal subi en 2024. Ça s'est rattrapé sur le début de l'année 2025. Maintenant, ça rechute un petit peu, normal, c'est la guerre commerciale. Pour moi, c'est du bruit à court terme, et donc la surperformance va se maintenir sur les prochaines années. Donc, si vous avez des liquidités à placer, faites du DCA. Moi, je suis toujours 100% investi, donc je ne préconise absolument pas de garder une poche de cash pour essayer de saisir les points bas. Ça, on n'y arrive jamais. Vous allez y arriver quelques fois, mais sur la longue route, vous n'allez pas avoir 100% de réussite, et donc dans ce cas-là, il vaut mieux réinvestir chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ça dépend de la fréquence de vos revenus, de la fréquence de votre épargne que vous pouvez investir, et vous sélectionnez les titres qui ont le plus baissé, sauf dans le portefeuille avec des actions en direct. Si vous faites qu'un portefeuille avec des ETF et des cryptos, vous prenez la ligne qui a le plus baissé et vous renforcez. Pourquoi je dis ça? C'est parce que sur la longue route, tous ces actifs ont une tendance croissante de long terme. Ils sont sur des trends séculiers, comme on pourrait dire, donc des trends durables de croissance, et donc ça a du sens pour moi de remettre sur les lignes qui ont le moins bien performé. Ça a pas du tout de sens sur les actions en direct, parce qu'il faut à chaque fois réévaluer le business et la valorisation, etc. Mais pour les ETF et les cryptos, vous pouvez les faire. Et bien sûr, les cryptos, je recommande, alors j'en propose dans le portefeuille, mais je recommande de n'aller que sur les plus grosses, les plus solides, celles qui ont le plus de capitalisation boursière. Vous pouvez prendre du Bitcoin, c'est très bien. Pour les abonnés payants, je fournis évidemment la liste des titres,
Donc vous trouverez le lien vers le Substack. Si vous abonnez au Substack, vous aurez le portefeuille. Sinon, vous pouvez télécharger uniquement le portefeuille et vous aurez les mises à jour mensuelles. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.